Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Love, Sex and Magic, le podcast qui parle d'amour et de sexualité. Aujourd'hui, nous allons parler de sexualité périnatale. Sexualité et périnatalité riment et pourtant c'est un sujet généralement tabou. Dans ce podcast, nous avons pour habitude également de briser les tabous et il me semble pertinent d'en parler puisque la fécondation est une conséquence de l'acte sexuel et aussi parce qu'au cours de la grossesse, comme pendant la puberté, le corps change. Il y a une méconnaissance de la sexualité périnatale qui peut causer de nombreux blocages et dysfonctionnements au sein des couples. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai avec moi Anne qui est sage-femme, coach féminin, sexologue spécialisée en périnatalité et en sexologie féminine, également thérapeute de couple et enseignante en haute école. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ton temps également aujourd'hui. Merci également à toi de m'avoir invité, de me permettre de pouvoir parler de cette partie de mon travail qui me passionne. Merci. Alors Anne, tout d'abord, qu'est-ce que la sexualité périnatale? Parce que c'est un mot qu'on entend, mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc en fait, la sexualité périnatale va s'intéresser à toutes les périodes qui vont entourer la parentalité, donc c'est-à-dire que ce soit la période même avant la grossesse, donc c'est-à-dire quand on est face à des couples qui sont dans un désir de grossesse, donc la période qu'on donne comme étant préconceptionnelle. Et puis, toute la période de la grossesse, donc une fois que la femme est enceinte et que la grossesse maintenant est présente. Et puis ensuite, toute la période postnatale qui forcément fait suite à l'arrivée de l'enfant. Ah oui, c'est très vaste, du coup, comme période. C'est assez intéressant parce qu'on ne pense en tout cas pas souvent à la période avant la grossesse, en effet. Oui, tout à fait. Et la sexologie périnatale a vraiment deux axes de travail principal qui est d'une part tout ce qui est éducatif et préventif, d'accord, donc c'est-à-dire vraiment donner de l'information, de l'éducation pour permettre justement aux couples de pouvoir s'adapter, se réinventer face à ce bouleversement qui arrive au sein de leur vie. Et aussi un axe plutôt thérapeutique lorsqu'il y a alors à ce moment-là des difficultés qui s'installent, des difficultés qui peuvent être d'ordre sexuel, mais pas que d'ordre sexuel, puisqu'on a aussi toutes les difficultés en termes de communication, d'intimité, de répartition des tâches, etc., etc. Oui, et justement en parlant des difficultés de communication, derrière ces difficultés de communication, il y a les croyances et ces croyances peuvent être bloquantes aussi justement et on n'ose pas forcément toujours les partager à l'autre. Notamment, il y a des craintes sur la sexualité des femmes enceintes qui sont par exemple présentes dans la tête de l'homme qui peut avoir peur de faire mal au bébé avec son pénis, qui a peur de le toucher. Et donc, est-ce qu'un rapport sexuel pendant la grossesse présente un danger pour le bébé? Alors, un rapport sexuel pendant la grossesse ne présente pas de danger pour le bébé puisque le corps féminin est très très bien fait et que au bout du vagin, il y a ce qu'on appelle le col de l'utérus qui a qui fait un certain nombre de centimètres et au niveau de ce col, il y a également un bouchon muqueux qui permet vraiment de protéger en fait finalement l'œuf, donc l'utérus, la cavité dans laquelle se trouve l'enfant. Et donc, anatomiquement, il n'est pas possible qu'un pénis, lorsqu'on parle bien sûr d'un rapport qui est pénétratif, il n'est pas possible que le pénis vienne toucher la tête ou une partie du corps du bébé parce qu'il y a vraiment cette anatomie qui est vraiment là et qui protège complètement ce bébé. Ok, oui, d'où l'importance, comme tu dis, le mot anatomie, l'importance de connaître son corps en fait et connaître le corps de l'autre finalement. Tout à fait. C'est quelque chose évidemment d'essentiel et parce que quand on n'est pas dans cette connaissance ou quand on se représente l'anatomie de manière erronée, on va imaginer en fait des tas de choses et de possibilités.
Il faut savoir que le col, justement, pendant la grossesse, il a tendance à être très sensible, hein, parce qu'il va se vasculariser, il est très sensible. Et donc, comme la femme peut ressentir peut-être son col de manière différente et beaucoup plus sensible, elle peut aussi imaginer que ça pourrait venir blesser, vous voyez, l'enfant, etc. Donc, c'est vraiment important de bien expliquer, en fait, cette fonction protectrice du col et de ce bouchon muqueux. D'accord, ok, merci. Un stress aussi de maman, c'est de penser que le bébé ressent quelque chose, mais ici pas au niveau physique du coup. Alors on sait que non, donc dans la tête on sait que non, mais il y a quand même quelque chose. Une fois que le bébé bouge, il y a ce blocage psychologique qui s'installe, puisque la maman se dit qu'il y a une troisième personne dans la relation finalement sexuelle. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment, je dirais, une crainte ou ce sont des questionnements que se posent pas mal de couples. Alors, il n'y a aucune étude qui montre finalement ce qu'un fœtus ressent vraiment spécifiquement, je dirais, déjà pendant la grossesse et surtout pendant un rapport sexuel. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les fœtus sont extrêmement sensibles à tout l'univers émotionnel. Donc ça, c'est important. Donc, ce qui signifie que comme ils sont assez réceptifs, en fonction de l'émotion finalement qui est vécue par la femme et aussi bien sûr par l'homme et donc par ce couple finalement, eh bien le bébé va percevoir des choses. Et plus l'intimité va se vivre de manière sereine, plus on va pouvoir expliquer justement le bien-être que l'on vit et plus la grossesse va être ainsi caractérisée par une alliance finalement entre les futurs parents et meilleure la santé du bébé au niveau émotif sera présente d'une certaine manière. Alors il faut savoir aussi que pendant l'acte sexuel, quel que soit le type de rapprochement au niveau de l'intimité, il y a une libération d'hormones qui se fait vraiment d'un côté maternel, donc des endorphines, de l'ocytocine, qui sont quand même des hormones qui sont essentielles pour le bien-être. Et donc ça, évidemment, l'enfant peut être baigné dans ces hormones et donc ça ne peut lui apporter qu'un bien-être. Donc, il n'y a pas de risque, je dirais, que l'enfant devienne, je vais le mettre entre grands guillemets, mais un obsédé sexuel parce que c'est ce qu'on entend parfois les craintes de parents, donc un obsédé sexuel parce que les parents ont une sexualité pendant la grossesse. C'est vraiment peut-être plutôt se rendre compte de l'impact de toute l'émotion, je dirais, confortable et positive que cette intimité sereine va plutôt venir transmettre au sein de la grossesse. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est important de rappeler aussi que au-delà de l'acte sexuel, c'est un acte d'amour. Et donc oui, c'est comme tu dis, toutes ces hormones qui sont libérées, tout ce rapprochement au niveau du cœur qui se fait et qui finalement est un environnement favorable pour l'enfant si les deux parents vivent bien cette période. Voilà, tout à fait. C'est vrai que l'intimité, la sexualité sont vraiment des éléments qui sont importants pour aussi avoir une vie de couple qui peut être, je dirais, harmonieuse, épanouie. Et donc, c'est là où peut-être l'attention doit se poser, c'est sur la qualité simplement de l'entente aussi au sein du couple. Voilà. Ok, merci. J'ai un autre témoignage donc, qui m'a dit donc pour autant qu'elle se rappelle, elle n'osait pas se permettre d'avoir une sexualité pendant la grossesse, car pour elle c'était une violation de son intimité avec son petit être. Donc c'est une croyance également. Comment Oui, tout à fait. C'est une croyance ou c'est peut-être aussi un vécu en fait finalement ici. Donc c'est vrai que là, l'élément de réponse se rapproche fort de ce que on a dit, je dirais, dans la question précédente. Mais en plus de ça, j'aimerais peut-être ajouter quelque chose qui est cette notion de violation de l'intimité que l'on voit parfois apparaître lorsqu'il y a cette notion d'intrusion à l'intérieur du corps féminin, donc c'est-à-dire cette notion de pénétration. Et en fait, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui sont dans une espèce de script sexuel où la pénétration vaginale est une fin en soi, est presque une obligation, fait partie
de manière presque obligatoire finalement d'un rapport sexuel, alors qu'en fait on remarque que certes il est présent, mais qu'il a autant d'importance finalement que tout le reste, c'est-à-dire toute la tendresse, les caresses, les rapports oraux également, la masturbation réciproque, etc. Et donc finalement, si on décentralise un peu notre attention sur il n'est pas forcément obligatoire d'avoir cette pénétration, peut-être que ça peut apaiser cette sensation et ce vécu de violation d'intimité, puisqu'il n'y aura pas forcément, ou de manière obligatoire, eh bien vraiment cette pénétration en fait à l'intérieur du corps. Maintenant, ça évidemment, c'est un vécu qui est tout à fait personnel et qui demanderait aussi peut-être de pouvoir aborder avec cette personne spécifiquement les représentations qui est là de la notion d'intimité, quoi, d'une certaine manière. Donc voilà, donc ici c'est un nouvel élément de réponse qui permet vraiment de venir insister sur le fait que la sexualité ne se résume pas que aux organes génitaux justement, et encore moins à la pénétration vaginale qui certes fait partie de la sexualité, mais certainement au même titre et sur un même pied d'égalité que tout le reste. Oui, c'est vrai, c'est important que tu le dises, parce qu'en fait, la plupart des gens s'imaginent que pour avoir un rapport sexuel, il faut qu'il y ait pénétration, alors qu'en fait, un rapport sexuel peut aussi être non pénétratif, notamment par exemple les lesbiennes, hein, on peut avoir tout à fait une relation sexuelle sans pénétration, on peut avoir du plaisir et avoir un orgasme sans pénétration. Et c'est vrai que oui, si ça peut aider, rassurer certaines femmes pendant la grossesse, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément en fait. Mais on est comme formaté en fait à cette idée de sexe égale pénétration. Oui, c'est vraiment une vision phallocentrée en fait. Hein. On sent vraiment l'importance de c'est quelque chose par lequel on doit passer et souvent parfois qui finalise en fait l'acte sexuel. Hein. Donc c'est-à-dire on parle aisément de préliminaire, c'est-à-dire une phase qui va venir le petit apéro avant le plat principal, le plat principal étant la pénétration et l'apéro étant les préliminaires. Et en utilisant ces termes, c'est un petit peu comme si ce qui arrive après peut-être plus important ou à une place plus importante ou est quelque chose qui est obligatoire et qui est absolument nécessaire. Alors que finalement, ça ne l'est pas. Forcément. Maintenant, attention, je ne veux pas rentrer dans l'injonction inverse qui est pas de pénétration, pas du tout. Ouais, tout est possible. C'est juste pour dire on peut avoir un rapport sexuel satisfaisant avec ou sans pénétration, comme ça. Voilà, c'est ça. Et que tout est OK, le fait d'en avoir un ou pas, c'est OK, et que le reste est aussi important. Voilà, tout est important en fait. Dans l'activité de la sexualité, il n'y en a pas un qui a une valeur supplémentaire, je dirais, à l'autre. C'est vraiment ça le message. Et donc, j'insiste sur le fait que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de pénétration. Pas du tout. Oui, tout à fait. Simplement sur le fait de remettre tout à sa juste place. Oui, exactement. Et du coup, on peut dire ici que pour les couples qui ont, si le niveau de peur est vraiment très très élevé, il faut pas non plus se forcer, il faut pas non plus se faire violence. Mais s'il y a un désir sexuel, il y a moyen de trouver, de vivre quand même une intimité tout en. Oui, bien sûr. Et ça, c'est vraiment le défi de la sexologie périnatale pendant la grossesse. C'est justement de ne pas se dire, eh bien, il n'y a plus de pénétration, donc du coup, il n'y a plus de sexualité possible, ou dire, voilà, ici, vous êtes dans une contre-indication, on verra ça peut-être un petit peu plus tard, mais une contre-indication pour une pénétration, et du coup, on fait plus rien du tout, en fait, et donc la sexualité s'arrête complètement. Et donc voilà, c'est important justement de pouvoir amener un petit peu de relief à tout ça et de se dire la sexualité, ce n'est pas que de la pénétration, et justement, on va voir que la grossesse est vraiment un moment pour réinventer sa vie sexuelle et pour justement pouvoir découvrir de nouveaux points de sensibilité, peut-être un nouveau toucher et une nouvelle approche qui permet finalement de combattre cette fameuse routine pour laquelle on nous consulte souvent, nous les sexologues, c'est finalement je m'ennuie dans ma sexualité. Donc la grossesse, selon moi, à partir du moment où vraiment on s'y intéresse et où on s'adapte à elle, est vraiment
une clé en fait pour apprendre une nouvelle manière de vivre sa sexualité. Voilà. Oui, merci. Un autre témoignage que j'ai d'une femme qui dit la sexualité pendant la grossesse, je n'en ai pas eu et je n'avais pas de libido car j'étais stressée. Ma sœur, par exemple, ne voulait rien de peur de faire mal à son enfant. De nouveau, oui, cette peur par rapport à... Oui, c'est ça. Donc, en fait, la notion du désir sexuel, en effet, peut être impactée pendant la grossesse parce qu'on a des tas de modifications, notamment hormonales, qui peuvent expliquer peut-être une attention moins dirigée au niveau de la sexualité. On va dire qu'au niveau du désir sexuel, on a surtout alors c'est des études qui l'ont montré, mais ce sont des généralités, donc ça, évidemment, tout le monde ne peut pas forcément s'y reconnaître, donc ça, j'insiste bien. Mais en tout cas, voilà, les études pour le moment qui ont eu lieu, on remarque que la majorité du temps, le désir sexuel a tendance à diminuer dans le premier trimestre de grossesse, parce qu'il y a des tas de changements hormonaux assez rapides et parce qu'il y a aussi parfois des inconforts de grossesse qui font que voilà, la femme n'a pas son attention qui est dirigée réellement par là. Donc ça, c'est le premier trimestre. Et la deuxième partie, c'est le troisième trimestre, parce que les modifications corporelles sont d'autant plus importantes et donc amènent parfois un inconfort qui est que, voilà, ça ne rend pas, je dirais, le moment propice forcément à la sexualité. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on peut voir ça vraiment dans des études scientifiques, ces modifications de libido à différentes périodes. Mais alors là où se réside le danger, c'est de se dire c'est normal en fait, je n'ai pas de libido, voilà, et donc ça fait partie de la grossesse, donc c'est normal, et donc du coup je ne vais rien mettre en place pour essayer quand même de maintenir une intimité. Le désir sexuel fait partie de la sexualité, mais il n'y a pas que le désir sexuel, et que justement dans la sexologie périnatale, un des défis assez forts, ce ne sera pas de focaliser l'attention uniquement sur la recherche du plaisir, mais c'est de trouver un équilibre et donc de pouvoir développer une toute nouvelle palette, je dirais, de stimulation et de pouvoir accepter d'intégrer en fait que justement le corps il fonctionne plus et que le désir aussi peut-être ne fonctionne plus comme il fonctionnait avant la grossesse, et de pouvoir aller accompagner cette acceptation pour justement pouvoir quand même maintenir, je dirais, une intimité. Parce que c'est là où réside le danger, c'est quand on se dit c'est normal, c'est lié à mes hormones, c'est lié à ça. Du coup, je fais rien, on va rien faire, on va supporter, attendre finalement que le temps passe. Puis alors après, arrive la naissance du bébé, et là aussi c'est normal, j'ai moins de désir, et puis finalement, on voit facilement des couples qui arrivent après une année et demie sans désir sexuel, et où il y a vraiment un ancrage en fait qui devient vraiment dysfonctionnel en fait, et donc là c'est d'autant plus compliqué. Donc c'était important vraiment, je pense, de pouvoir en parler. Et justement ici, quand tu parles de ce témoignage, tu disais que cette personne avait peur de faire mal à son enfant. Et donc, ce qu'on peut comprendre dans ce que cette personne peut-être nous dit, c'est que peut-être cette peur était une des racines du fait, je vais pas avoir d'excitation, je vais pas avoir de désir, parce que si j'en ai un, je risque de faire peur à mon bébé. Donc forcément, le contexte devient vraiment prégnant, j'ai envie de dire, et va vraiment venir bloquer en fait ce désir. Et donc ici, si on revient encore une fois sur cette notion anatomique et cette compréhension du corps, en expliquant que le bébé ne risque pas d'avoir de douleur par rapport à ce rapport sexuel, et que du contraire, le bien-être et l'intimité va permettre d'amener une bonne santé émotive chez cet enfant, ça peut forcément venir déjà apaiser justement déjà cette peur et cette croyance, et ça peut déjà aider à remettre un contexte plus positif, je dirais, dans l'arrivée de ce désir sexuel. Oui. Et la première parlait aussi de stress, donc elle disait que voilà, elle n'a pas de libido parce qu'elle était stressée. Et est-ce que c'est
stress soit lié notamment à la peur de la fausse couche, parce que il y a on en entend tellement parler de la peur de la fausse couche, surtout pendant les premiers mois de grossesse. Déjà, on n'en parle pas parce que voilà, il y a un risque de fausse couche. Et si en plus on a des rapports sexuels, est-ce que ça n'augmente pas ce risque de fausse couche? Et donc du coup, il y a toutes ces questions qui trottent dans la tête, qui peuvent contribuer au stress de la maman et peut-être du papa aussi. Oui, tout à fait. Et donc là, les études vraiment scientifiques se sont vraiment positionnées en disant qu'il n'y avait pas de risque de fausse couche à cause d'un rapport sexuel. Donc, on dit différemment, un rapport sexuel, je dis bien quel qu'il soit, d'accord, parce que vous avez compris qu'on va parler de la pénétration, mais pas que de la pénétration. Donc, il n'y a pas de rapports sexuels qui peuvent induire une augmentation de fausse couche. Alors évidemment, là où est la difficulté, c'est quand voilà, on est face à un couple qui vit une sexualité et puis qui dans le décours de la journée peut-être où s'est passé ce rapport sexuel fait une fausse couche. Et donc évidemment il y a une assimilation automatiquement de se dire, et donc il y a une culpabilité en fait qui commence à se développer autour de ça. Mais en tout cas, les études vraiment le prouvent. Ce n'est pas possible finalement par un rapport sexuel de venir décrocher, je dirais, un embryon. La seule situation où on va par précaution, je dis bien par précaution, déconseiller les rapports pénétratifs exclusivement dans les 3 premiers mois de grossesse, ce sera chez des femmes qui ont fait déjà des fausses couches à répétition. Donc, c'est-à-dire, on considère fausse couche à répétition à partir de 3 fausses couches consécutives. Mais ce ne sont pas forcément des fausses couches qui ont été, qu'on peut assimiler avec un rapport sexuel. Donc ça, c'est très important. Donc là, on va prendre une précaution parce qu'on va vraiment mettre la femme. Il y aura d'autres précautions. La femme va être mise au repos à ce moment-là. Elle va peut-être un peu plus couchée à ce moment-là. Elle aura peut-être certains traitements médicamenteux qu'on va lui donner, qu'on n'aurait pas donné, je dirais, à Madame Alpha qui démarrait une grossesse. Donc voilà. Donc ici, quand on est dans un contexte avec vraiment des antécédents, des fausses couches répétitives, voilà, on va éviter et on va conseiller en tout cas de ne pas avoir de pénétration les 3 premiers mois. Mais c'est vraiment une précaution, d'accord? Donc c'est pas scientifiquement prouvé, c'est une précaution que l'on prend. Et voilà, qui ne concerne qu'une partie des femmes qui ont vécu de manière répétitive ces fausses couches. Ok. Et puisque tu parles de cet exemple-là comme précaution, il y a d'autres types de grossesse à risque. Est-ce que dans les grossesses à risque, de manière générale, il y a ce type de précaution est prise également où, l'exemple qui me vient, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, par exemple un couple qui a fait une procréation assistée, par exemple. Et du coup, ils ont essayé pendant des années et des années et ils y arrivent enfin. Est-ce que, par exemple, à ce moment-là, il y aurait des précautions à prendre aussi ou voilà d'autres types de grossesse à risque? Donc ici, en fonction de la PMA, on ne va pas avoir une précaution particulière à prendre. On va se retrouver dans la même situation qu'une femme, je dirais, qui est enceinte de manière naturelle. Maintenant, si on est dans un parcours PMA et puis ça fait des années, si évidemment il y a eu beaucoup d'essais infructueux, on va revenir sur les mêmes précautions. Voilà. Maintenant, on va bien évidemment évaluer aussi le stress en fait de la femme et du couple à ce niveau-là. Et justement, si le couple est dans un stress qui est vraiment important lié à cette pénétration vaginale, qui est présente à ce rapport sexuel qui pourrait créer une fausse couche, l'important, ça va être de l'accompagner dans l'écoute de leur peur et donc justement de les aider à développer alors une autre type de sexualité, mais justement à les garder dans l'intimité. Parce que si ils sont on a parlé au début, dans ces scripts très ancrés, qui sont phallocentrés, pour eux, comme il n'y a plus cette possibilité de pénétration, ils vont perdre en fait cette intimité. Donc le tout, ça va vraiment être de se mettre à l'écoute et de pas forcer. Donc, on peut nous informer, bien sûr, et dire, voilà, il n'y a pas de risque, mais si les gens sont hyper stressés, on va accompagner ce stress et il ne faut pas en faire une injonction et dire, non, vous pouvez être pénétré, ça n'a aucun risque. On va informer, mais c'est important de se mettre à l'écoute, bien sûr,
du stress de la personne et de lui permettre de développer une autre sexualité, ou en tout cas de s'investir dans toutes les autres parties de la sexualité. Hein. Oui, j'imagine aussi que quand c'est le premier enfant, le niveau de stress est plus élevé en général. Eh bien, ça dépend. Ça dépend parce que parfois, quand c'est le premier enfant, c'est l'inconnu. Et donc, parfois, je connais pas. Donc, parfois, je n'imagine pas que. Hein, donc, du coup, la personne vient justement vierge de toute idée. Alors, parfois, bien sûr, le fait que c'est un premier, je me pose beaucoup de questions. Jamais vécu ça. Donc, forcément, ça va stresser d'autant plus. Et puis, on va souvent être soumis à la sœur, la belle-sœur, la cousine, la tantine, la voisine, la belle-mère, tout le monde qui va venir un peu y mettre de son avis et qui va bien évidemment influencer. Mais par contre, les dames qui sont multipares, donc qui ont déjà eu plusieurs grossesses, elles vont être influencées par ce qu'elles ont déjà vécu. Et donc, bien souvent, s'il y a eu un vécu qui n'a pas été super confortable, elles vont se rappeler en fait de ces moments et dire oui, mais pour ma première grossesse ou pour mes grossesses précédentes, j'ai vécu ça. Donc, voilà, je ne désire pas finalement, ou j'ai peur que certaines choses se passent. Et donc là, c'est vraiment de faire prendre conscience que d'une grossesse à l'autre, les choses changent. Une grossesse n'est pas une première, n'est pas une deuxième, n'est pas une troisième. Voilà, ce sont toutes des grossesses qui vont chaque fois être différentes, des accouchements qui vont aussi chaque fois être différents. Et donc, c'est important de vraiment permettre à la personne de se recentrer sur qu'est-ce qui se passe dans cette grossesse-ci, quoi. Et justement, de se mettre à l'écoute des peurs qui ont peut-être été développées par les grossesses précédentes pour un petit peu aider, sur base de ces peurs et de ces croyances, à venir déconstruire ce qui s'est passé et peut-être apporter des nouveaux éléments d'explication, de compréhension. Ah oui, donc pour vivre la grossesse de manière plus sereine que la précédente. Tout à fait. Donc en fait, voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se dire, comme c'est pas la première fois, tout va être ok après. Mais si les grossesses ne se sont pas passées comme elles le désiraient ou que le vécu a été un petit peu difficile, évidemment, elles vont projeter sur la grossesse qu'elles sont en train de vivre, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et donc par rapport à ce fameux tabou autour de la sexualité de la femme enceinte, qui est du coup sacrée, hein, une femme enceinte, c'est voilà, elle est sainte presque. Et donc du coup, est-ce que avoir un rapport pendant la grossesse justement ne désacralise pas la grossesse quelque part? Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très ancré, hein, c'est ce qu'on appelle le complexe de la Madone et de la putain, qui est finalement ma femme quand elle n'est pas enceinte ou parfois quand elle n'est pas mère, hein, parce que ça ne s'arrête pas qu'à la notion de mère, mais parfois à la notion carrément de maternité, enfin de mère, quoi. Elle est donc, quand elle n'est pas donc ni mère ni enceinte, elle est sexuelle, d'accord. Donc elle a des caractéristiques sexuelles, et quand elle est enceinte, une fois qu'elle est devenue mère, je vais la désexualiser. Donc elle ne va plus avoir ces caractéristiques finalement sexuelles. Et donc on a cette espèce de complexe entre d'une part cette femme complètement, comme tu dis, sacrée, pure, à protéger, à mettre en sécurité, hein. D'ailleurs, quand on écoute le mot être enceinte, hein, on a vraiment cette notion de enceinte, hein, voilà, cette espèce de protection qui est là, qui est à protéger. Et puis de l'autre côté, entre grand guillemets bien sûr, cette putain qui est cette femme qu'on sexualise et avec qui on peut avoir des relations sexuelles. Donc ça, c'est un complexe qui est assez fréquent et que l'on peut aussi, donc c'est vraiment toute une symbolique en fait, hein, autour de cette femme enceinte qui est présente chez les femmes et chez les hommes, hein. Donc c'est soit aussi comment l'homme l'aperçoit, mais aussi comment la femme elle se perçoit finalement elle-même. Alors la sexualité, comme vous avez compris, enfin pour moi la sexualité c'est quelque chose de sacré en soi, hein, parce que la sexualité ce n'est pas que des organes et quelque chose qu'on peut considérer comme je sais pas comment dire, mais comme bestial, quoi, hein. C'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment de l'intimité, c'est vraiment de l'amour. Et donc, il n'y a pas de raison pour lesquelles cet amour, cette communication, cette joie, ce partage, qui sont vraiment toutes les caractéristiques de la sexualité, puissent la désacraliser.
Donc, quand on est face justement à des personnes qui sont dans ce complexe-là, on va vraiment aller retravailler la représentation en fait du féminin, justement, du féminin sacré, du féminin, aussi du féminin de cette femme en fait, hein, de cette grossesse, et la représentation de la mère avec justement, en quoi est-ce qu'une femme qui n'est pas, ou qui devient mère ne peut plus avoir une sexualité. C'est souvent en lien aussi avec la représentation que j'ai eue de ma propre mère, de ce que l'éducation a pu finalement me faire passer, est-ce qu'on peut regarder un film par exemple, comment est-ce que mes parents se comportaient avec moi quand on était face à un film où des gens s'embrassaient, où des gens se rapprochaient, la facilité au niveau de l'éducation sexuelle. Donc tout ça bien sûr a un impact et on va vraiment aller, je dirais, interroger ces différentes représentations pour essayer de déconstruire et de pouvoir apporter bien sûr des outils concrets pour justement aller dans cette sexualité plutôt sacrée et donc sortir d'une sexualité qui est purement organe sexuel et côté instinctif animal, quoi. On va vraiment aller développer tout le reste, quoi. Voilà. Ok, super, merci. Justement, la sexualité, donc maintenant on en vient à la sexualité pendant la grossesse. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer la sexualité de la femme durant la grossesse? Alors, il y a beaucoup de choses qui influencent la sexualité. Donc, j'ai beaucoup d'éléments. Je vais essayer d'être la plus synthétique possible. Mais donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'inévitablement, on va avoir une modification de la sexualité parce qu'il y a des changements corporels qui sont présents chez la femme et qui sont progressifs, contrairement au postnatal où ça va être très rapide dans l'autre sens. Mais en tout cas, pendant la grossesse, les changements corporels vont être progressifs. Et donc, ces changements corporels, ces changements hormonaux vont en fait entraîner inévitablement une modification au niveau de la perception en fait des différentes stimulations quelles qu'elles soient, et au niveau hormonal, au niveau chimique, ça va aussi entraîner une modification au niveau de toute la vie, je dirais, émotionnelle. Et on sait à quel point les émotions vont impacter bien évidemment le vécu de la sexualité. Donc, il faut savoir... Pardon ? J'ai dit tout à fait, oui. Alors, en fait, ces changements corporels, donc qu'on le veuille ou non, j'ai envie de dire, ils vont arriver de manière inévitable. Et donc, l'important, c'est de pouvoir les connaître, c'est-à-dire savoir, qu'ils sont présents et qu'ils vont influencer notamment tous les organes génitaux, puisqu'on va vraiment assister chez la femme qui est enceinte à une turgescence, une vasodilatation, une vascularisation plus importante au niveau des organes génitaux, donc au niveau des lèvres, au niveau du vagin, au niveau du col, au niveau également du clitoris, ce qui va faire que la sensibilité va avoir tendance à être plus importante. Ce qu'on va aussi avoir, c'est un assouplissement au niveau vraiment vaginal qui va être présent. Donc, qui dit un périnée qui a tendance à s'assouplir, parfois à modifier aussi la manière dont je vais ressentir en fait ce périnée. On va avoir aussi l'orifice vaginal qui va se réduire de 75% pendant l'acte sexuel. Donc ça, c'est quand même relativement important, qui est lié à cette vasocongestion qui est présente et qui fait que parfois la pénétration est rendue de manière un petit peu plus difficile puisqu'on a cet orifice en fait qui se réduit au niveau de sa capacité, je dirais, pénétrative. On va avoir également une augmentation de la lubrification vaginale parce qu'on a une imprégnation œstrogénique qui va augmenter en fait tout ce qui est glaire chez la femme. Et donc parfois une lubrification qui est très très importante peut aussi modifier en fait la sensibilité que la femme va avoir au niveau vaginal. Il y en a chez qui ça va permettre d'améliorer la sensibilité, il y en a chez d'autres qui vont dire j'ai tellement de lubrification en fait que je ressens plus rien. Donc, vous voyez, en fait, d'une femme à l'autre et d'un changement corporel à l'autre, les perceptions vont être complètement différentes. On va avoir aussi le muscle utérin qui va augmenter de volume. Donc, ça veut dire aussi que ce muscle-là, donc s'il y a des fibres lisses dedans, ça veut dire qu'il peut se contracter de manière tout à fait involontaire. Et plus l'utérus va grandir, et plus il va se contracter en fait pour se préparer à l'accouchement. Et là, c'est tout à fait physiologique. Mais donc, au moment, par exemple, de l'orgasme, on va avoir une libération de ce qu'on appelle de l'ocytocine, qui est une hormone qui va avoir une action au niveau de l'utérus. Donc, ça veut dire que les femmes
dans le plaisir et dans l'orgasme, elles peuvent ressentir par après des petites contractions utérines qui ne sont pas du tout des contractions pathologiques, mais qui sont tout à fait physiologiques et qui montrent qu'on est sur un muscle utérin qui se contracte. Voilà, donc on va avoir vraiment une sensibilité qui va vraiment changer, une vasocongestion qui va vraiment être importante et qui parfois va rendre en fait une sensibilité telle et un engorgement tel que même lorsqu'il va y avoir un orgasme ou un plaisir intense, il y aura toujours une sensation de tension permanente au niveau du corps, ce qui parfois peut être assez inconfortable en fait, je dirais pour la femme de se dire après ce plaisir, j'ai cette tension en fait qui reste et qui est présente et avoir aussi une sensation que les petites contractions au niveau vaginal et au niveau utérine sont un petit peu plus fortes, ce qui peut parfois être relativement inconfortable. Donc ça c'est vraiment, je dirais, le facteur qui est un facteur de changement corporel et de changement chimique hormonal qui influence finalement la sexualité. Et c'est là où on va essayer de justement rediriger l'attention pour permettre justement au couple de découvrir finalement un nouvel espace de stimulation, un nouveau type de toucher finalement pour justement se servir de la grossesse à bon escient et pour justement lui permettre d'être ce qui va nous donner une nouvelle connaissance au niveau, une nouvelle découverte de tous ces différents points de sensibilité au niveau du corps. Donc c'est tout à fait fréquent que des femmes découvrent en fait de nouvelles zones érogènes ou en tout cas érogénisent de nouvelles zones corporelles grâce en fait à la grossesse parce que justement on va aller sur un nouveau toucher. Alors donc ça c'est vraiment un facteur qui pour moi est vraiment super important. Maintenant ce qui va encore influencer la sexualité, c'est la qualité de la sexualité avant la grossesse. On remarque que plus la sexualité était harmonieuse avant la grossesse, que ce soit dans la période préconceptionnelle ou même la période avant la période préconceptionnelle, ça a une influence sur la manière dont la sexualité va être vécue dans la grossesse. Et ça va aussi influencer la manière dont va être vécue la sexualité dans le postnatal. Donc plus la sexualité de qualité pendant la grossesse, mieux elle pourra l'être également dans le postnatal. Alors on va aussi avoir comme facteur justement la capacité ou plutôt l'ouverture de la femme et de l'homme au fait de pouvoir s'adapter en fait à une nouvelle type de sexualité. Si on a un désir qui est très ancré de je ne veux absolument pas modifier tout ce que je faisais avant, ben évidemment ça va influencer de manière négative en fait la sexualité. Donc le côté sexualité mécanique routinière va être un point négatif à l'exploration pendant la grossesse. Donc le fait aussi de pouvoir accepter les changements corporels dont on a parlé précédemment est important puisque automatiquement, comme des changements corporels sont là, la perception que la femme va avoir de son corps va être différente. Donc ça peut impacter l'estime qu'elle a vis-à-vis d'elle-même, donc l'estime d'elle-même, mais aussi l'estime sexuelle, c'est-à-dire la valeur qu'elle va s'accorder au niveau de sa propre sexualité. Donc ça va impacter aussi donc l'acceptation et comment on va pouvoir les guider par rapport au fait justement d'accepter ces rondeurs-là. Alors la mise à l'écoute au niveau émotionnel, on l'a vu un petit peu précédemment aussi que les émotions, ça fait partie des sensations, les sensations corporelles l'émotionnel fait partie des sensations corporelles aussi, et donc le fait de pouvoir se mettre à l'écoute de ces émotions va influencer la manière dont va être vécue la sexualité. On remarque que moins les rapports sexuels sont fréquents avant la grossesse et plus ils ont tendance à diminuer pendant la grossesse. Tout comme on remarque que plus le désir sexuel est faible avant la grossesse et plus il va avoir tendance à diminuer. Aussi, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut remarquer, donc ce sont aussi des facteurs qui influencent la sexualité. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. Voilà, j'essaie d'être concise, mais en même temps, c'est tellement important pour justement avoir des clés de compréhension par rapport à mais qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de bouger comme ça pendant ma grossesse que je prends ce temps de pouvoir l'expliquer. Alors, on a les représentations nouvelles qui vont être créées par l'arrivée de la grossesse, c'est-à-dire la représentation dont je suis ou je vais devenir mère. Et donc, souvent, on remarque que le lien qu'on a avec sa propre maman a bien sûr un impact en fait sur cette sexualité. Justement, ce dont nous avons parlé avec la sacralisation, c'est cette idée que l'on a de cette femme sacrée et de la capacité à pouvoir quand même sexualiser en fait une femme qui est sacrée d'une certaine manière.
la représentation qu'on a du fœtus. En fonction de ce que je pense que le fœtus va entendre, recevoir, percevoir, tout ça va bien sûr influencer. Et bien évidemment, le nouveau rôle qui va se développer, donc le nouveau couple, puisque là, on était au départ dans un couple qui était exclusivement conjugal et qui va devenir maintenant un couple parental. Et comment est-ce qu'on va pouvoir trouver finalement un équilibre, une harmonie entre ces nouveaux rôles qui sont présents. Alors, le vécu de la grossesse est super important. Si on est dans une grossesse qui se passe bien ou une grossesse dans laquelle il y a parfois un parcours obstétrical qui est parfois un peu plus difficile, bien sûr, la sexualité va en prendre un coup. Il faut savoir que, de manière générale, et ça ne s'applique pas qu'à la grossesse, la sexualité étant la partie la plus intime et la plus vulnérable chez les individus, la première, ça va être le premier endroit qui va être impacté quand il va avoir une difficulté. Donc, ça veut dire si j'ai même des difficultés à mon travail, la première chose qui va prendre un coup, ça va être l'intimité. Donc, ça va vraiment être un espace qui va être touché très rapidement quand il y a d'autres choses qui vont, je dirais, être en difficulté. D'ailleurs, c'est souvent ce que l'on voit. On en parlera quand ce sera le moment du postnatal, mais que finalement, on va avoir des nouvelles tâches, on va avoir le boulot qui va être important, le fait de faire ses malles de linge, le fait de s'occuper des enfants, et tout ça va prendre un pas énorme, une priorisation énorme sur la sexualité. Donc, c'est souvent la sexualité qui va être, je dirais, boxée en fait en premier, lorsqu'il va avoir des vécus, même qui n'ont rien à voir avec la sexualité, mais qui vont finalement les impacter. C'est le contexte qui va devenir, qui va l'impacter. Donc forcément, un vécu de grossesse, très compliqué, difficile, forcément va l'impacter. Tout comme l'histoire de la grossesse, et tu en parlais au début, avec ces femmes qui ont des parcours parfois de PMA qui sont lourds de sens, j'ai envie de dire, et qui sont compliqués. Évidemment, la manière dont la grossesse va s'implanter va être essentielle. Et donc, c'est vrai que ça va être un de nos axes de travail, nous, sexologues en périnatalité, ça va être de voir toute cette histoire obstétricale qui va nous donner vraiment des clés de compréhension de qu'est-ce qui est en train de se passer ici et maintenant dans cette sexualité. Donc, le vécu de la mère, le vécu du père, le père, si par exemple il se sent rejeté ou qu'il développe une forme de jalousie par rapport à cette grossesse qui est présente, la sensation de ne pas être intégré, évidemment, va impacter. Tous les mythes et toutes les fausses croyances sont évidemment aussi des facteurs qui vont influencer. Il faut savoir que pendant la grossesse, la force des peurs, elle est double, parce qu'elle vient de la mère et du père. Donc, elle est énorme. Et donc, parfois, le couple, il vient se renourrir et se réalimenter de tout ce que, de toutes les peurs et les croyances. Alors, ce qui va influencer, ça va être aussi la qualité des informations qui vont être reçues en fait par le couple. On voit et on entend pas mal de choses, donc bien évidemment en fonction de l'info qu'on va recevoir et de la qualité de la source, ça va avoir un impact. Le nombre de grossesses, on en a parlé aussi, influence bien sûr la sexualité, tout comme la présence déjà d'autres enfants qui sont là, qui parfois demandent aussi une charge finalement importante et qui font encore une fois qu'on va focaliser l'attention sur les enfants et qu'on va se dire on est fatigué, on est crevé. Et la sexualité n'étant peut-être pas un endroit ressourçant, on ne va pas se dire on va aller faire l'amour pour se ressourcer, pour aller se détendre justement. On va se dire charge en plus. Et ça, c'est vraiment l'axe de travail. C'est vraiment l'axe de travail dans le désir et dans le plaisir. Quand on est face à des difficultés, c'est d'essayer d'aller remettre vraiment du plaisir, enfin, que la sexualité soit assimilée à une ressource, comme si je suis fatiguée, si on me fait un massage, ça va me faire du bien. Eh bien, on devrait presque se dire, mais si je suis fatiguée, aller faire l'amour, ça va me faire du bien aussi. Or, c'est plutôt l'inverse. Si je suis fatiguée, je vais dormir, quoi. On va pas me... vous voyez, donc, il y a vraiment ce côté-là, en fait, d'aller retravailler cette notion de sexualité, en fait, ressourçante. Et puis alors, pour terminer, mais c'est vraiment super important, c'est toute la culture et la religion aussi, de la sexualité, qui bien évidemment vont impacter de manière assez importante la manière dont la sexualité va pouvoir se vivre pendant la grossesse. Donc voilà, c'était assez long, mais
Je crois que c'est très important, ça permet de trouver des clés, encore une fois, de compréhension par rapport à est-ce que ma sexualité est en train de tant bouger, se modifier, et qu'est-ce que je peux faire avec ça. Oui, je pense aussi que c'était très important de donner toutes ces informations, très intéressant. Et oui, je pense que les gens vont écouter et réécouter parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans qui vont aider les gens à comprendre ce qu'ils vivent en fait. Donc merci. On en a déjà parlé du désir sexuel, mais pendant la grossesse, quelles sont les tendances par rapport au désir sexuel chez l'homme, chez la femme, donc par rapport à l'augmentation, la baisse de la libido, le désir qu'ont certains hommes pour les femmes enceintes ou à l'inverse, pas du tout, mais donc voilà, quelles sont un petit peu les tendances pour ce désir sexuel chez l'homme et chez la femme. Donc comment faire face à cela? Oui, tout à fait. S'il y a du désir sexuel, j'insiste sur le fait qu'on ne pousse pas les gens à absolument avoir des rapports sexuels, mais quand il y a du désir d'un côté ou de l'autre ou des deux, bien sûr, c'est à ce moment-là que c'est intéressant d'avoir ces informations. Oui. Donc, au niveau du désir sexuel, donc on remarque une diminution du désir en premier et troisième trimestre, en tout cas d'un point de vue féminin. On voit que le désir sexuel diminue de manière moins importante chez l'homme, mais il peut quand même y avoir une diminution qui est liée encore à ses croyances, à ses représentations, etc., qui peuvent impacter forcément la sexualité, donc ses croyances, ses peurs, etc., etc. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec ça? D'abord, c'est évidemment, on revient sur cette notion de décentraliser l'attention sur la notion de pénétration. Donc, on va aller vraiment voir avec le couple ou avec celui qui consulte le script qui est présent, le script sexuel qui est présent, et de voir à travers ce script justement qu'est-ce qui est ressourçant dedans, qu'est-ce qui l'est moins. Et on va essayer d'aller, bien sûr, consentement de la personne, d'aller peut-être bouleverser un peu ce script pour amener cette notion de ressources dont je parlais précédemment. On va aller amener une sexualité plus ressourçante qui va permettre aussi de combattre un petit peu finalement la routine. Alors, on va aussi s'intéresser à cette notion de désir réactif et spontané. Alors, je fais une généralité, mais encore une fois, tout le monde ne peut pas s'y retrouver, mais il y a donc ce qu'on appelle le désir réactif, qui est vraiment une réponse au plaisir. Donc, ça veut dire que lorsqu'on vient me donner une stimulation, je vais réagir, et donc j'ai besoin d'abord d'éprouver du plaisir avant de pouvoir ressentir du désir. Donc là, on va venir m'apporter une stimulation, et à cette stimulation-là, mon désir sexuel va s'allumer. Et puis, il y a le désir spontané qui est une anticipation du plaisir. Ça veut dire que je n'ai pas forcément besoin de d'abord éprouver du plaisir pour pouvoir ressentir le désir. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont majoritairement dans du désir plutôt spontané. Donc, je parle en dehors de la grossesse ici. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette anticipation plaisir, et donc souvent on les décrit comme les personnes qui sont très initiateurs. On entend souvent ça, il est plus demandeur que moi, mais une fois qu'il vient vers moi, alors ça va, mais il est plus acteur et je me sens moins un peu plus spectatrice, et on entend ça souvent sous ces termes-là. Alors, ce qui se passe justement pendant la grossesse, en tout cas d'un point de vue masculin, c'est qu'on peut voir ce désir se modifier. Donc, c'est-à-dire que d'un désir qui est spontané, où l'homme a l'habitude de fonctionner comme ça, le désir devient réactif. Ça veut dire que si on lui apporte une forme de plaisir, eh bien son désir va s'allumer. Et donc le souci, c'est que comme ils ne se sont pas perçus comme étant dans un désir réactif, ils associent le désir réactif à une absence de désir. D'une certaine manière. Et donc, voilà, le fait de pouvoir déjà mettre en lumière, en fait, comment est-ce que je fonctionne au niveau de mon désir, et si maintenant on m'apporte une source finalement de stimulation, alors qu'avant je n'étais pas habituée à ça, mais est-ce que le désir quand même arrive, est-ce qu'il peut être ressenti, etc., ou est-ce que pas du tout. Donc déjà, le fait de pouvoir prendre conscience en fait de ces deux modes de fonctionnement, c'est quelque chose de super important qui peut déjà débloquer pas mal de choses, parce que oui, parce qu'on dit c'est pas que j'ai pas de désir, c'est simplement qu'il se manifeste de manière finalement différente.
Donc, il y a vraiment cette notion-là. Alors, au niveau du désir sexuel, il y a ce qu'on appelle des freins, des accélérateurs, qui sont des éléments qui sont relativement stables au niveau de la personnalité. Hein, donc, des freins qui vont venir, on l'indique, freiner le désir, l'excitation, le plaisir, et des accélérateurs qui vont forcément les accélérer. Le tout, c'est de pouvoir mettre en évidence ces freins, ces accélérateurs, et se dire comment est-ce que je vais peut-être booster mes accélérateurs, mais aussi comment je vais lever mon frein. Parce que si je pousse sur mon frein avec mon accélérateur, il est en place aussi, mais si le frein est poussé, l'accélérateur, ça va pas bien fonctionner. Donc déjà, ça va être de mettre en évidence ces freins. Maintenant, il faut savoir que ces freins et ces accélérateurs sont relativement stables puisqu'ils sont vraiment liés à la personnalité de la personne. Mais par contre, ce qui va influencer ces freins et ces accélérateurs, c'est principalement le contexte. Donc, ce que l'on va venir travailler, ça va vraiment être le contexte dans lequel ces freins et ces accélérateurs vont se manifester. Je vais prendre un exemple très très bête, mais si pas très bête ou très simple, on va dire. Si par exemple j'ai associé que le fait de m'embrasser sur la bouche est un accélérateur à mon désir ou à mon plaisir, mais que le contexte fait que là j'ai un inconnu dans la rue qui arrive et qui m'embrasse sur la bouche, cet accélérateur n'est plus maintenant un accélérateur étant donné que le contexte fait que ce n'est pas quelque chose de confortable. Hein. Et inversement, un frein, par exemple, si on prend la notion de la fessée, j'associe que la fessée, c'est pas quelque chose forcément de confortable, mais si c'est dans la sexualité, peut-être que dans le contexte, si je suis avec une personne dans laquelle je me sens vraiment en sécurité, avec qui je suis vraiment bien, je vais recevoir une fessée, ça peut être quelque chose qui va venir booster. Donc en fait, ce que ça montre, c'est qu'en fait, c'est vraiment le contexte qui va venir influencer les freins, les accélérateurs. Donc au-delà du fait de les reconnaître, on va surtout aller travailler le contexte, hein, c'est-à-dire on va aller voir finalement dans une expérience positive ou une expérience négative, on va vraiment voir les deux volets, quel est le contexte au niveau du bien-être, hein, au niveau de l'image que j'ai du corps, au niveau des éléments qui vont venir me distraire, quelles sont les caractéristiques de ma partenaire qui ont justement permis de vivre cette expérience positivement, quelles sont les caractéristiques de la relation avec ma partenaire, donc la confiance que j'ai, est-ce qu'il y a une dynamique de pouvoir entre elle et moi, le sentiment d'être désiré, etc. Mais aussi quelles sont toutes les conditions extérieures éventuellement qui vont influencer le vécu de cette expérience positive et toutes les circonstances finalement de vie. Donc on va vraiment aller finalement voir, voilà, quand on est en dehors de la grossesse, quel est ce contexte, comment est-ce que ça se passe, et là maintenant avec la grossesse, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se modifie, et donc comment est-ce qu'on va pouvoir à partir finalement de ces différentes études du contexte, pouvoir réinventer quelque chose. Parce que il y a quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est qu'on parle beaucoup de compromis en sexualité. On dit on va faire un compromis entre nous. Moi je suis contre ce compromis parce que ça amène beaucoup de la frustration. Ok, je fais ce petit compromis-là, mais ça me frustre d'une certaine manière, donc ça va pas. Et donc, j'aime changer cette notion de compromis en termes de créativité ou de réinvention. Ça veut dire à partir de, justement ici, de ces freins, cet accélérateur, de ce contexte et de ces changements qui sont présents, comment est-ce qu'on va pouvoir ensemble, en respectant chacun nos besoins, d'accord, nos envies, nos désirs et notre plaisir, réinventer quelque chose de nouveau au sein de cette sexualité. Donc on va vraiment aller travailler en fait cette espèce de photographie en fait de la sexualité. Voilà, c'est déjà un grand point. Maintenant, il y a d'autres choses, hein, bien sûr, pour travailler sur le désir, qui est vraiment le fait d'aller amener de la présence et de la connexion en fait avec l'autre. Et donc, ça va passer notamment par la compréhension de ce qui se passe dans le monde de chacun, hein, parce qu'on est l'homme et la femme, enfin en tout cas dans un couple, enfin ici je parle homme-femme parce que c'est vrai que je suis dans une conception qui est vraiment liée avec la grossesse, mais bien évidemment je suis d'accord, on est d'accord que ça peut aussi concerner des couples homosexuels, bien évidemment, et que bien sûr on intègre l'inclusivité, mais c'est juste pas une question de facilité, hein, je parle comme ça. Et donc il y a vraiment cette notion de compréhension aussi du monde de l'autre, parfois, la femme, elle a du mal elle-même à se comprendre dans tous ces changements-là. Donc, comment est-ce que l'homme va pouvoir lui-même la comprendre? Donc, il y a vraiment, je vais m'ouvrir à être OK, à pouvoir découvrir, en fait, le monde, finalement, de cette personne qui est de mon partenaire.
Il y a donc vraiment tout ce travail d'acceptation en fait et de prise de responsabilité, quoi. Je suis dans mon monde à moi, je suis responsable du monde dans lequel je vis. Comment je peux aussi le transmettre à l'autre en respectant le monde de l'autre et en faisant respecter le mien aussi. Donc il y a vraiment tout un travail sur la notion de communication. On va aussi venir travailler sur tous les motifs qui vont amener à avoir envie de découvrir et d'expérimenter quelque chose de nouveau. Parce qu'on remarque aussi que, par exemple, si je suis quelqu'un qui est vraiment difficile de pouvoir réinventer, souvent c'est que je me considère comme étant pas créatif, par exemple. Mais même dans la vie de tous les jours, quoi. Et donc, en fait, on se rend compte que parfois les gens ont vraiment une idée toute faite de ce qu'est la créativité et finalement ils se collent une étiquette, moi je suis pas créatif, donc moi j'aime pas expérimenter, j'aime pas les choses nouvelles, donc ça va pas pouvoir être possible, quoi. Donc le fait aussi d'aller retravailler un petit peu les perceptions que j'ai de moi-même par rapport à ça va beaucoup aider. Donc travailler sur bien sûr toutes les peurs, les croyances, la confiance que l'on a en soi et que l'on va bien sûr pouvoir accorder à l'autre aussi. On va aller modifier l'objectif de la sexualité, comme je disais tout à l'heure. On n'est pas forcément dans cette recherche unique de plaisir, mais dans cette recherche plutôt d'équilibre. Donc comment est-ce qu'on va transformer l'objectif? On peut notamment utiliser des vision boards pour vraiment aller travailler sur quelque chose de très concret. Et alors aller dans cette découverte d'une nouvelle sexualité, on va vraiment travailler sur les sensations corporelles internes, externes, sur les sensations émotionnelles qui vont venir éveiller. Donc il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est toute l'utilisation de la pleine conscience qui est vraiment nous apporte un regard qui est un regard tout à fait bienveillant, sans aucun jugement, simplement sur ce qui se passe à l'état présent maintenant. Voilà. Et donc je pense qu'en étant vraiment dans ce regard présent de nous-mêmes, ça nous permet vraiment de s'accepter en fait et d'accepter ce qui se passe et de pouvoir être toujours dans quelque chose de nouveau, puisque l'instant présent, c'est bien une chose qui est réelle, c'est bien celui-là. Et voilà, quel que soit le toucher que je vais avoir, si je l'ai maintenant ou si je l'ai à un autre moment, je vais le percevoir de manière différente. Et donc là, la sexualité ne peut jamais être routinière à partir du moment où on se met vraiment dans cette notion de non-jugement et dans cette notion d'acceptation de ressentir, en fait. Oui. Voilà, Rose. Merci pour cette réponse hyper complète. La dernière question, du coup, que je te poserai, vu que le temps passe, c'est tellement intéressant. J'ai envie de continuer encore et encore, mais du coup, voilà, il faut quand même savoir s'arrêter. Oui. Et en fait, c'est une question, c'est un pack de questions, on va dire ça comme ça, pour être du coup plus concret pour nos auditeurs. Donc, tu as parlé de réinvention, de redécouverte. Comment faire l'amour du coup alors quand on est enceinte. Et alors, on a parlé aussi précédemment de la pénétration. Et si, du coup, la pénétration, le coït n'était pas le seul moyen, bien sûr, on insiste sur le fait que c'est une possibilité, c'est très bien, mais on parle de réinvention et de redécouverte de la sexualité, bien sûr, ici. Et quelles sont les pratiques sexuelles alors que tu recommandes pendant la grossesse? À l'inverse, quelles sont celles qui sont à éviter? Est-ce qu'il y a une fréquence que tu recommandes pour faire l'amour quand on est enceinte? Jusqu'à quel stade, quel mois de grossesse on peut faire l'amour? Et est-ce que le partenaire doit se protéger pendant le rapport? Alors en fait, il n'y a pas de fréquence, donc ça veut dire que ça c'est de manière générale en sexualité, mais c'est aussi valable pendant la grossesse. Donc toutes les fréquences sont acceptées, tout dépend de l'harmonie que je vais pouvoir mettre au sein justement de ce couple et avec mon partenaire. On peut faire l'amour à toutes les périodes de la grossesse, que ce soit du début jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment. Il y a vraiment, je dirais, aucune, il y a aucune contre-indication. Alors attention, il y a quand même des contre-indications à la pénétration, mais c'est dans certaines situations
bien spécifiques qui sont des placentas qu'on appelle prévia. Donc, ce sont des placentas qui sont bas insérés. Donc là, souvent, le couple est au courant parce que les gynécologues ont spécifié cette implantation placentaire anormale. Pourquoi? Parce qu'on a des risques d'hémorragie et de décollement placentaire. Donc là, évidemment, il n'y a pas de pénétration possible. Toutes les hémorragies, évidemment, ça va de soi, mais en même temps, quand une femme saigne, je pense que ce n'est pas ça qu'elle va penser en premier. Donc voilà, tout ce qui est hémorragique, bien sûr, est une contre-indication absolue d'un rapport sexuel pénétratif. Alors, l'infection, donc tout ce qui est maladie sexuellement transmissible ou tout ce qui est infectieux qui peut se transmettre par la voie vaginale, bien sûr, va être une contre-indication, mais justement, tu parlais de la notion de protection. On peut conseiller, bien sûr, de mettre un préservatif alors pour quand même conserver une certaine forme de sexualité. Pardon, bien que certaines maladies sexuellement transmissibles ne se transmettent pas que par le pénis, mais aussi par la bouche. Donc, voilà. Alors, autre contre-indication, en tout cas, je parle bien des contre-indications à la pénétration. Ça va être les ruptures de poche, donc la rupture de la poche des os, ou la fissure. D'accord? Donc, la fissure de la poche des os est aussi une contre-indication, puisque la poche est fragilisée et pourrait se rompre. Donc là, on contre-indique. Et les béances de col. Donc, des béances de col, ce sont des cols qui sont déjà dilatés de manière anormale. Donc là, on est aussi dans une contre-indication pénétrative. Alors, des femmes qui sont en menace d'accouchement prématuré avec notamment une hospitalisation, des perfusions, etc. qui sont en place, évidemment, on va évidemment pas conseiller une pénétration à ce moment-là, mais c'est pas pour ça que la pénétration ne sera pas possible par après. On va dire que sur cette période-là, ce ne sera pas conseillé. Par contre, ça, j'aime le dire parce que c'est souvent une information qui ne passe pas correctement. La présence d'un cerclage, donc il y a des femmes qui ont des cerclages, ce sont des espèces de petites bandelettes qui encerclent le col pour éviter qu'il se dilate, peuvent avoir des rapports pénétratifs. Donc ça peut tout à fait être OK. Donc ça, c'est vraiment les contre-indications qui sont vraiment importantes au niveau de la pénétration. Maintenant, voilà, si on a une infection, on peut quand même avoir un rapport au fait pénétratif. Ça me paraît logique, etc. Alors, il y a une pratique, donc toutes les pratiques sont autorisées, que ce soit de pénétration, que ce soit les caresses, les massages, la masturbation, les rapports oraux, les rapports, donc soit féminilingus, fellation, la sodomie, tout est OK. Avec la sodomie, il faut juste faire attention de quand même de ne pas, après la pénétration anale, aller en intravaginal, ou du moins d'avoir fait une toilette, ou d'avoir mis un préservatif pour la partie pénétrative anale avant d'aller en vaginal. Alors, il y a par contre une pratique sexuelle qui est tout à fait proscrite, et ça j'insiste, parce qu'on ne la connaît pas ou on ne le sait pas, qui est proscrite totalement pendant la grossesse. C'est surtout, les accidents arrivent surtout en deuxième trimestre et troisième trimestre. Ce sont les insufflations d'air en intravaginal que l'on peut voir à travers notamment des pratiques comme le cunnilingus. Parce que chez la femme enceinte spécifiquement, il y a une modification anatomique au niveau de la structure de l'utérus, comme on a des membranes amniotiques qui apparaissent, et on a un risque d'embolie gazeuse chez les femmes enceintes qui pratiquent des insufflations d'air. Donc ça, c'est vraiment une pratique qui est tout à fait interdite pendant la grossesse. Voilà, on a vraiment une modification, et donc les petites bulles d'air peuvent vraiment s'introduire dans les cavités cardiaques droites et passer dans l'artère pulmonaire et risquer de faire une embolie gazeuse. Donc ça, c'est vraiment tout à fait interdit et proscrit. Sinon, tout le reste est tout à fait autorisé. Alors, les conseils que l'on va donner, les pratiques que l'on va recommander, une des premières, c'est d'éviter de mettre trop de pression au niveau du ventre et au niveau des seins. Donc, c'est-à-dire, trop de pression, c'est quoi? Ça dépend du ressenti, évidemment, de la femme. Donc, ça, on évite majoritairement de se pousser, d'appuyer sur le ventre et sur la poitrine qui est très sensible. On va favoriser toutes des positions où la femme va pouvoir contrôler aussi bien le rythme que la profondeur de la pénétration. Une position qui est fort appréciée pendant la grossesse, c'est la position de la petite cuillère.
où la femme est devant, l'homme est derrière, vraiment encercle la femme, et où ça va permettre une stimulation au niveau clitoridien, une pénétration, pas forcément profonde, et que la femme va pouvoir vraiment contrôler, une stimulation au niveau de la poitrine également, et le ventre qui est vraiment tenu sous un coussin par exemple, et donc c'est assez confortable pour la femme. On va éviter tous les mouvements brusques au niveau du bassin, comme le col est assez sensible, ça peut provoquer plus vite des douleurs. On va éviter aussi les positions qui sont dorsales trop longtemps, parce que quand la dame enceinte est couchée sur le dos, elle peut avoir un syndrome qu'on appelle le syndrome de la veine cave, c'est-à-dire c'est la veine qui est comprimée, qui empêche le retour veineux, et donc ça donne des malaises en fait chez la femme enceinte. Donc on va éviter ces positions, ou du moins si la dame se sent pas bien sur le dos et sent qu'elle fait vite un malaise, de pouvoir la mettre la majorité du temps plutôt sur le côté gauche pour décomprimer en fait cette veine. On va vraiment se mettre à l'écoute de toutes les douleurs, parce que donc on peut avoir des douleurs peut-être dyspareuniques, donc des douleurs pendant vraiment le rapport sexuel qui apparaissent, mais aussi des douleurs qui ne sont pas forcément sexuelles, comme des douleurs ligamentaires, des douleurs dorsales, qui vont demander forcément une adaptation au niveau des changements. On va favoriser vraiment la communication, surtout qu'on appelle le précaire, donc c'est-à-dire avant le rapport, mais de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin, comment est-ce qu'on va se mettre à l'écoute, peut-être créer un petit geste aussi safe, que j'appelle ça un geste safe, c'est un petit geste que je mets en place si je sens que là, ma limite est dépassée, je ne sais pas comment le dire, donc voilà, mais aussi tout l'aftercare, c'est qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour moi et qu'est-ce qu'on va maintenir, changer, etc. Donc ça va être important. Et peut-être... aussi, chose très très importante, c'est vraiment d'aller dans du ralentissement. C'est vraiment la patience au niveau de l'écoute du corps, vraiment prendre le temps, vraiment dans quelque chose où on va ralentir l'activité, vraiment prendre le temps. Alors, si on est face à quelqu'un qui a une sensibilité très forte au niveau clitoridien, ce qui peut être vraiment le cas pendant la grossesse, puisqu'on a une vasocongestion qui est très présente, ce que l'on va conseiller pour la stimulation clitoridienne, ce serait par exemple de venir mettre un petit tissu au-dessus du clitoris et de stimuler par au-dessus le tissu pour qu'il y ait une stimulation directe moins forte, d'éviter de caresser trop le gland, ou en tout cas d'enlever le petit prépuce là, qui protège le gland clitoridien, mais de venir peut-être justement que ce petit prépuce soit bien présent sur le gland pour éviter qu'il y ait ce contact trop direct. Et alors, si on est face à un couple un couple ou une femme qui aime les sextoys, d'aller plutôt sur des stimulateurs avec air pulsé, donc c'est-à-dire pas avoir un contact direct sur le clitoris, mais des stimulateurs qui vont envoyer l'air, et donc on ne va pas avoir ce contact direct. Voilà. Donc, voilà ce que j'aurais envie de donner comme conseil et comme type de pratique pendant la sexualité, en tout cas pendant la grossesse. Voilà. Oui, super, parce qu'il y a pas mal de choses du coup qui sont possibles en fait. Donc intéressant, merci pour tout ça. Du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. Il y aura un deuxième épisode. Un deuxième épisode, la suite plutôt, où on parlera de sexualité, accouchement, de sexualité postnatale. Et donc pour aujourd'hui, il y a tellement d'informations, tellement de choses intéressantes. Disons, pour résumer, je retiens l'acceptation des changements, puisque c'est une période de changement, la patience forcément aussi, le respect de soi, le respect de l'autre au niveau des besoins, la confiance aussi pour favoriser justement l'environnement de sécurité qui est important pour les rapports. Favoriser la communication aussi, que tu as dit à plusieurs reprises, c'est important. De parler des émotions, des ressentis physiques, puisque tu as parlé évidemment de tous ces changements physiologiques. Et voilà, donc, mais j'invite surtout les auditeurs à écouter et réécouter, parce que c'est super intéressant tout ce qui a été dit, et je pense que ça va aider énormément et répondre à énormément aussi de questions que les gens pourraient se poser, et à éclaircir le vécu de certaines personnes également. Donc merci beaucoup Anne
pour ton temps. Merci à toi, merci à tous les écouteurs, ça ne se dit pas, désolé, les personnes pour écouter, voilà, c'est ça. Mais après on se comprend. Voilà, c'est ça. On devrait pouvoir utiliser les mots qu'on veut tant que la communication passe. Voilà, tout à fait. Merci. Ok, super. Et donc, j'ai hâte de te retrouver pour la suite. Et en attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite à tous nos auditeurs donc de passer une merveilleuse journée et un joyeux mois de décembre. Merci. À bientôt à tous.